Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du bilan du mois de juin. Comme le mois précédent, je vais couper cette vidéo certainement en deux pour le faire un petit peu en mode vlog. Je vais vous présenter la première partie de ce que j'ai lu et certainement dans une autre partie ou dans une autre vidéo, vous aurez la suite parce que j'ai déjà pas mal de choses à vous présenter et le mois de juin n'est pas terminé. Mois de juin qui est caniculaire. Franchement, on a plus de 40 degrés tous les jours, la nuit ça redescend pas en dessous d'une vingtaine de degrés, c'est ignoble à tenir. J'ai chaud, et ça se voit certainement à ma tenue, il fait très très chaud. Donc déjà j'ai attaché les cheveux et tout, parce que trop chaud dans ce pays. Le sud c'est bien, mais des fois c'est trop le sud, c'est trop chaud quoi. Bref, on va commencer tout de suite par ma première lecture qui est sur la liseuse, et qui correspond parfaitement à cet état caniculaire, à la chaleur, à l'été, parce que je vais vous parler de Sarà perché ti amo de Serena Giuliano, que j'ai adoré. Franchement, dès que Serena sort une nouveauté, je fonce dessus parce que je sais que je vais aimer. C'est à chaque fois parfait pour la période estivale. Ça parce qu'on est en Italie, on est au soleil, on est entre amis, on est constamment en train de parler de bons plats italiens, de soirées, de coucher de soleil, de voyage, bref, c'est parfait. Et comme chaque fois, Serena, elle arrive à nous embarquer dans son pays, à nous le faire aimer, à nous le faire admirer et à nous donner envie d'aller voyager là-bas. Et avec celui-ci, ça n'a pas manqué. On va suivre un groupe d'amis qui va être constitué de Alba et de son mari Valentin, qui viennent d'être jeunes parents d'une petite fille qui s'appelle Rosa. Et comme Alba est italienne, chaque année, ils vont passer leurs vacances sur une petite île au large de Naples, qui est un endroit paradisiaque pour leur permettre de couper de la vie parisienne et de leur permettre de prendre un bain de soleil et de dépaysement avant de remonter à la capitale pour retourner travailler. Et avec eux, on va suivre un autre couple qui est composé de Gabriel et Nino. Nino étant le meilleur ami de Valentin et le parrain de la petite Rosa. Et cette année, ils viennent en vacances avec eux pour qu'ils leur présentent Gabriel qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont passer des vacances tous ensemble dans cette petite île pour pouvoir décompresser de la vie. Et on va se rendre compte que point de vue travail, point de vue amour, point de vue estime de soi, point de vue amitié, plein de choses ne sont pas ce qu'elles prétendent l'être. Il va y avoir plein de secrets, il va y avoir plein de révélations, il va y avoir des conflits qui vont venir pimenter ces fameuses vacances et qui vont nous faire adorer du début à la fin cette lecture. Moi ça a été mon cas, je l'ai dévoré en même pas 2 heures, je l'avais terminé parce qu'il était incroyable. Il est très très addictif, la plume de Serena est tellement fluide qu'on se rend absolument pas compte du temps qu'on passe à la lecture parce que ça file à une vitesse incroyable. Et son dernier roman, c'est un véritable petit bonbon acidulé. Acidulé parce qu'il est pétillant, il est piquant et il est à la fois très doux et addictif. On en redemande à chaque fois et franchement, je suis arrivée à la fin et j'avais le sourire aux lèvres. C'était une très très belle lecture. J'ai voyagé une fois de plus en Italie avec ses protagonistes. J'ai adoré comment elle dépeint les paysages, comment elle dépeint les traditions culinaires italiennes, comment elle dépeint ses personnages avec les interactions amicales, amoureuses. Elle est incroyable. Elle a une plume très joyeuse, très belle, très solaire, un peu comme elle. J'ai l'impression que c'est une femme très solaire. Et franchement, c'était un régal. Si vous connaissez pas Serena Giuliano, franchement, je vous invite à découvrir ce qu'elle fait parce que c'est parfait pour l'été. C'est très frais, ça se lit très vite et ça met toujours de bonne humeur, je trouve. C'est une lecture incroyable que je vous recommande à 100%. On continue toujours des romans parce que je pioche dans la pile à côté de moi au hasard ce qui arrive. Et là, nous sommes sur Changelings de Maria Giromale et c'est de l'auto-édition. C'est l'acte 1 et 2 de La Furie du Phénix. C'est un roman qui est en 4 actes, donc il m'en manque plus que 2 et autant vous dire que j'ai très hâte de découvrir la suite. Ça fait depuis je ne sais pas combien de challenges que je le mets à chaque fois dedans, que je n'ai pas le temps de le lire. Là, je me suis dit, bon, il y a le challenge de la croisière littéraire au féminin de Laura's Readings. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous en parle, je vous la mets dans le petit juste ici. Et cette fois-ci, ça y est, je l'ai lu. J'avais pas eu le temps de le terminer parce que je l'avais commencé pour le mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Et ça y est, je l'ai enfin terminé. Et je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps avant de le lire parce que c'était super sympa. J'ai retrouvé un côté un petit peu bite lit que j'ai avec Patricia Briggs, avec ses métamorphes, avec ses combats, avec ses histoires un petit peu de romance autour de ses changelings. C'était très très sympa. Pour ce qui est du résumé, nous avons Rosa est une phénix-garou, immortelle et dangereuse. Elle croyait son cœur fermé, le poids des années pesant sur ses épaules. C'était sans compter sur Luca, un jeune métamorphe sexy et têtu comme une mule, amoureux d'elle depuis toujours.
mais des ennemis rôdent, ourdissant des plans pour renverser le pouvoir en place et compliquant la tâche déjà difficile de notre héros. Au final, c'est la vie de ceux qu'il aime qu'il devra protéger. Et très sympa, donc un côté un petit peu bite lit que j'avais retrouvé dans les Patricia Briggs qui sont juste derrière moi, avec la présence de ces métamorphes, de cette romance entrecoupée d'actions, de complots, de créatures mystiques incroyables. Très sympa, franchement, j'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé. J'ai très hâte à présent maintenant de lire l'acte 3 et 4 pour pouvoir finir cette arc qui est Changelings, parce que Changelings, apparemment, ça fait partie d'un monde complet qu'elle a créé qui s'appelle l'âme de la nuit, qui est une saga à part, mais qui est liée avec Changelings. Donc on peut lire les deux sagas indépendamment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant que j'ai presque, on va dire, terminé Changelings, je serais curieuse de voir ce que donne l'âme de la nuit, parce que ça a l'air sympa. Et honnêtement, j'ai vu les couvertures passer et elles sont incroyables. Rien que pour les couvertures, ça donne envie de les avoir dans la bibliothèque parce que c'est très joli. Donc très sympa, très frais, très facile à lire. Elle a une plume qui est très fluide, avec énormément de références à la pop culture qui sont incroyables. Franchement, il y a un passage où l'héroïne, qui est donc ultra badass, c'est une phénix garou qui est âgée de millénaires, c'est l'une des premières qui a créé les autres, qui a créé son monde, qui est très archi combattante, archi respectée dans son milieu. Et on la retrouve à un moment avec un peignoir Zelda et des pantoufles Dark Vador qui cassent complètement le mythe ultra badass du personnage. Très sympa, franchement. Très sympa, très rigolo. On imagine vraiment ce personnage charismatique complètement, entre guillemets, éclaté au sol avec un peignoir et des pantoufles. C'est bien, ça casse le côté, justement, héros intouchable, héros au-dessus de tout, héros qui n'a aucune faille. Non, au contraire, elle nous permet de voir un côté très humain malgré cette créature immortelle qui est archi badass et très puissante. Elle nous propose un côté un petit peu décalé comme ça grâce à la pop culture, avec énormément de références qui sont très sympas, bien trouvées, et qui nous font sourire parce que on connaît les petites références, on voit les petits clins d'œil, et c'est très sympa de les chercher tout au long du livre. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans l'acte 3 et 4, et de pouvoir vous en parler très bientôt. On continue maintenant avec un livre que j'ai emprunté à ma médiathèque, toujours pour la croisière littéraire au féminin. Il s'agit de Sublime Royaume de Ya Gyasi, peut-être que ça se prononce comme ça, et c'est publié chez Kalman Levy. Alors, est-ce qu'on s'attarderait pas 3 secondes déjà sur cette magnifique couverture? Je vous la mets de travers, mais sinon vous avez les reflets de la ring light, ce qui est embêtant. Elle est vraiment sublime, cette couverture verte là avec ces petites fleurs roses. Trop jolie, j'avoue que c'est ce qui m'avait un petit peu interpellée en premier lieu, parce que je suis faible face aux belles couvertures, il est vrai. Et pour ce qui est du résumé, ça parle de Gifty, américaine d'origine ghanéenne, jeune chercheuse en neurobiologie qui consacre sa vie à des souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs d'enfance émouvants, Gifty s'interroge sur sa passion pour la science, si opposée aux croyances de sa mère et de ses ancêtres. Sublime Royaume nous raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique et le choc des générations au sein d'une famille issue de l'immigration. Très intéressant à lire, point de vue cette confrontation éternelle entre la science et la religion qui vient s'intercaler au sein d'une famille entre justement les croyances de la mère qui est très chrétienne, très catholique, très bercée dans le miracle de Dieu, tout ce qui se passe dans la vie, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, le bien comme le mal. Et cette jeune femme qui ne croit plus en Dieu, après plusieurs événements qui ont lieu dans sa famille, dont un tragique, elle ne croit plus du tout en ce Dieu là-haut qui lui mettrait trop d'épreuves qui ne correspondent pas justement à sa vie qu'elle pensait pieuse. Donc elle a décidé de ne plus y croire et de se consacrer uniquement à la science et de croire uniquement dans les bienfaits que la science peut apporter à l'humanité. Et voir c'est justement cette interaction entre mère et fille, entre croyance et science, c'est assez intéressant, entrecoupé de petits moments de son enfance pour pouvoir mieux comprendre pourquoi elle est ainsi adulte. Pas mal du tout, mais un petit peu plat, je dirais. La plume est très belle, ce qui fait qu'elle donne un avantage certain pour l'avancée de la lecture, mais après on mange beaucoup de religion quand même, entre les versets de la Bible, entre les sermons du pasteur, entre les références à Dieu qui est tout-puissant. Il faut s'accrocher si on n'est pas du tout là-dedans. Et point de vue science, par contre, on est finalement
assez éloigné de ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à une confrontation donc entre la science, l'esprit cartésien et l'esprit de la religion, qu'on n'a pas beaucoup parce que l'aspect scientifique est pas tout à fait développé, je trouve. En tout cas, pas assez par rapport à l'aspect religieux. Et au final, cette confrontation mère-fille, elle est un petit peu effacée parce que sa mère est dépressive et au final, elle est pas si présente que ça pour avoir une interaction avec sa fille. Donc c'est une bataille entre les deux, oui, mais un petit peu faible quand même parce que il y a beaucoup plus le poids religieux que scientifique apporté dans le livre, avec un final qui n'en est pas un finalement, parce que c'est une fin abrupte, assez ouverte, mais qui n'explique rien. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de penchant d'un côté ou de l'autre. C'est une fin, c'est la fin de Gifty, c'est la fin de ce qu'elle pense de la vie, et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a vraiment pas de vainqueur entre ces deux confrontations, donc c'était un petit peu triste de ce point de vue-là, parce que j'attendais beaucoup plus. Donc, en demi-teinte, j'ai bien aimé la plume, mais je n'étais pas totalement satisfaite de cette fausse confrontation entre justement religion et science. Au final, c'était beaucoup plus une introspection de la jeune femme en fonction de son enfance, de son vécu, justement de cet aspect religieux et scientifique qui l'ont amenée à se créer comme elle est actuellement. Mais pas tant une confrontation mère-fille, croyance-science. Dommage de ce point de vue-là, mais une très belle plume, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ah, un manga pour changer, c'est le tome 2 de Somalie et l'esprit de la nature. C'est toujours de Yako Goraichi et c'est toujours chez Komiku, je cherchais. Et c'est toujours aussi mignon également. Le design, waouh, franchement, je suis vraiment fan du design qui est riche, qui est beau, qui est varié et qui nous fait vraiment accrocher à cette histoire. En vous montrant quelques planches, voilà, pour vous montrer ce que ça vous donne sans vous essayer de faire trop de spoil parce que ça reste donc quand même un tome 2. Donc c'est très beau, un style très fourni en détails avec plein d'endroits où il faudrait porter l'œil parce que les cases sont chargées mais chargées d'un point de vue positif. C'est beau et ça nous donne envie de tout regarder, de passer 5 minutes sur une seule planche pour admirer tout ce que l'auteur a réussi à créer et à coucher sur le papier. C'est très beau. Et la fin du tome 2, ça m'a donné envie d'avoir tout de suite le tome 3 parce qu'on sent qu'il va y avoir une lancée, un début de quelque chose, un début d'ennui pour ce golem et cette petite fille. On sent que ça y est, ça va démarrer dans le tome 3, les ennuis arrivent, les ennuis vont commencer. Et j'ai envie de savoir ce qui va se passer, donc j'ai très hâte de retourner à ma médiathèque. Pour un bref résumé, les humains sont en voie d'extinction, ils ont été terrassés par les non-humains, donc les créatures un petit peu mystiques et magiques. Et ce golem a retrouvé cette petite fille, qui est une humaine, et ils vont faire un voyage ensemble pour essayer de lui trouver un refuge, et essayer justement de la sauvegarder des non-humains. Et les ennuis arrivent, et j'ai hâte de connaître la suite. On repart sur du roman avec Le complexe de l'ornithorynque, qui est de Joe Hostland, on va dire que ça se prononce comme ça, aux éditions Milon. Peut-être collection Macadam, parce que je vois qu'il y a une flèche avec marqué ça dessus. Et je l'ai lu dans le cadre du Ice Cream Summer Challenge, organisé par Mr. Kev. Pareil, toutes les informations sont dans la barre d'infos, et dans le petit juste ici, je vous mets ma vidéo de présentation de ce challenge. Et celui-ci, je l'ai pris pour rentrer dans une des catégories où il fallait de la différence, du LGBTQI+, et les deux thèmes rendraient parfaitement pour ce livre, dont au moins 2 personnages rentrent parfaitement dans les critères qu'il fallait de cette catégorie, parce qu'il y en a un qui s'interroge sur sa sexualité, il se demande s'il n'est pas plutôt attiré par les garçons, et la seconde, c'est une jeune femme qui est en fauteuil roulant et qui elle aussi s'interroge un petit peu sur sa sexualité et ses envies d'enfant. On va suivre également une autre jeune fille qui est un petit peu perdue, elle sait pas trop quoi faire, elle a des vues sur son voisin d'en face de l'immeuble, mais elle ne le connaît absolument pas, elle ne sait pas qui elle est, et elle va essayer de découvrir et sa propre personnalité, et celle de ce fameux inconnu qu'elle aimerait rencontrer. Et j'avais dit dans la précédente vidéo que je ne voyais absolument pas qu'est-ce que c'était le complexe de l'ornithorynque, pourquoi ce livre s'appelle comme ça. J'ai compris, c'est même dans la première page, où en gros, le moment de l'adolescence, c'est le moment où on n'est pas très sûr de soi, on n'est pas très sûr de ce qu'on fait,
et on ne s'apprécie pas forcément pour ce que l'on est, notamment physiquement. Et en l'occurrence, la jeune femme que l'on suit est très mal à l'aise, est très mal dans sa peau, elle n'arrive pas vraiment à être bien, à être joyeuse, elle aime pas trop son corps, elle aime pas trop son physique, son attitude, elle est perdue. Et elle se compare à un ornithorynque, un truc à moitié fini, un truc que Dieu savait pas trop ce qu'il faisait. Il a fait une espèce de bestiole avec des pattes palmées, un bec de canard, qui vit dans l'eau mais qui pond des œufs et qui va sur la terre. Un animal où il savait plus trop quoi faire, il a tout mis ensemble et ça a donné un ornithorynque. Elle se définit un peu comme ça. Et Dieu savait pas trop comment la créer, donc il a mis un truc ensemble, il a tout mélangé et c'est devenu Carla. Donc une analogie assez comique, mais si moi je trouve que les ornithorynques trop mignons, je trouve ça sympa comme bestiole, mais bon, chacun son avis. Et en revanche, le reste du livre, je n'ai pas eu du tout d'affinité avec aucun des personnages. Ces adolescents, il y a des moments j'étais là, c'est pas possible d'être aussi stupide. Sans être méchant, c'est pas possible d'être aussi naïf et stupide. Même, mais ok, quand on est adolescent, on apprend la vie et tout, mais sans vous faire de gros spoils, parce que le livre est très très court, il fait 120 pages à peine, donc ça se lit très très vite. Mais il y a un moment où la jeune femme qui est en fauteuil roulant, elle a un crush sur le garçon qui s'interroge sur sa sexualité, et le garçon va poser sa tête sur son ventre, et la fille va se dire oh, « Mon Dieu, c'est un miracle, je suis enceinte. » Pardon. Alors oui, on n'est peut-être pas tout à fait au fait de la sexualité quand on est adolescent, mais quand même, quand même, à ce stade, il y a un petit problème. Plus le fait qu'ils vont aller au restaurant tous ensemble avec Carla, avec ce jeune homme et avec cette jeune fille en fauteuil roulant. Ils vont se retrouver tous les trois autour d'une table en train de discuter et de boire un coup, quand un photographe va débarquer de nulle part, va les prendre en photo, et avec le flash, la jeune femme en fauteuil va se mettre à hurler comme quoi ça y est, à cause de cette photo, le flash a détruit son bébé. Alors, ah non, attendez, à quelle heure on est aussi con? Sans être méchant, c'est pas possible. Non, ce n'est pas... Enfin, peut-être, éclairez-moi. Enfin là, éclairez-moi, est-ce que c'est possible d'être aussi naïf, de penser tomber enceinte en mettant la tête sur le ventre de quelqu'un et de faire tuer un enfant en le prenant en photo? Je suis ouverte à beaucoup de possibilités, mais là, je trouve que c'est un peu trop gros. Pour moi, c'était pas plausible. Même si on découvre plein de choses à l'adolescence, là, je pense qu'on est au point de vue du néant dans la connaissance de la vie. Et c'est très compliqué parce que les personnages ont l'air tous un petit peu paumés à faire des trucs parce que ça peut être cool, mais au final, ils vont le regretter peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas ce que j'ai lu. Clairement, je n'ai pas spécialement apprécié, c'était trop un peu loufoque justement, parti dans des comparaisons comme ça invraisemblables. Le reste du questionnement sur le genre, sur ses envies, sur son avenir, d'accord, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Mais il y a d'autres moments où j'étais là, oh non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Ça l'a pas fait. Alors, je suis peut-être un peu entre guillemets trop vieille pour cette lecture qui est vraiment axée jeunesse pour quand on s'interroge sur beaucoup de choses. Mais quand même. Mais honnêtement, là le coup franchement de la naissance et de l'avortement subite, c'est pas pour moi. C'est beaucoup trop. Donc dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis restée estomaquée par cette scène en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on change complètement de registre avec un autre livre que j'ai pris à ma médiathèque qui s'appelle « Si tu vois le Wendigo ». C'est de Christophe Lambert et c'est publié aux éditions Syros. Une fois de plus, est-ce que cette couverture est pas magnifique? Tout dans les tons rouge-orangé comme ça, c'est très beau, cette forêt dans le fond qui donne un aspect un petit peu mystique qui rejoint le titre avec ce Wendigo, qui est une créature des légendes amérindiennes, à moitié animal avec un crâne de cerf décharné, un corps un petit peu d'humain, un cœur de glace qui est sur une poitrine ouverte. C'est une créature mystique qui est assez lugubre parce qu'elle pousse des cris bizarres en plein milieu de la nuit, elle attire les hommes pour les dévorer et en même temps
Elle est un petit peu bénéfique suivant comment on l'aborde en fait. Parce qu'on va suivre David qui vit avec ses parents dans une résidence de standing où chaque famille semble mener une vie parfaite. C'est dans la fin des années 50 aux États-Unis. Et un soir d'été, en rentrant chez lui, il s'immobilise frappé de stupeur. Parce qu'il voit sa voisine Ruth qui marche nue sur la route, hagarde, la bouche en sang. Une apparition presque irréelle. Ruth est-elle somnambule comme le prétend son mari? Et d'où viennent les visions prémonitoires de la petite Nelly? L'épaisse forêt qui jouxte la résidence pourrait détenir quelques réponses. Moi j'étais vraiment intriguée parce que le mot Wendigo, moi j'adore cette légende, je voulais le lire, il est présent dedans, ce n'est pas un spoil, c'est un peu le titre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Le style d'écriture m'a fait penser un petit peu au Stephen King orienté jeunesse. Il n'y a rien de vraiment effrayant, mais il y a un petit côté mystique très sympa avec justement ce Wendigo, cette femme soi-disant somnambule qui marche comme ça dans la rue et qui ne se rappelle de rien. Et avec un côté un petit peu un policier derrière avec des embrouilles que je ne peux pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler. Donc j'ai bien aimé. Franchement, c'était très sympa. Avec une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais celui-là je l'avais vu passer et il m'intriguait beaucoup. Et j'ai pas été déçue. Ouais, franchement, j'aurais presque pas été étonnée de voir que ça se passait dans le Maine. Parce que le style d'écriture me rappelle vraiment, oui, les Stephen King axés jeunesse. Donc c'est très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit très facilement. Le côté mystique est vraiment chouette. Moi j'ai vraiment adoré ce côté du Wendigo que je recherchais vraiment. Il est présent dedans, il est très sympa. Un petit peu loufoque à certains moments, mais c'est ce qui fait un petit peu le charme de ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc une belle découverte que je vais pouvoir rajouter à la liste des lectures terminées de ce mois-ci. Et je termine cette vidéo avec la dernière lecture qui est un roman graphique qui s'appelle La nuit et mon royaume. C'est de Claire Fauvel et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Je ne connaissais absolument pas, c'est comme vous pouvez le voir ma médiathèque une fois de plus qui m'a fait découvrir une petite pépite avec un très très joli design. Moi j'aime beaucoup le style. Avec des belles mises en scène comme ça. Très sympa. Et l'histoire va se passer avec ces deux jeunes femmes, Nawel et Alice, qui rêvent de devenir des rockstars. Elles sont au lycée et elles n'ont qu'un rêve, c'est de devenir donc les rockstars de demain, avec Nawel qui est compositrice et pianiste, et Alice donc à la guitare. Mais elles vont se retrouver confrontées à la dure réalité que ce n'est pas parce qu'on a envie de chanter et qu'on pense avoir du talent qu'on peut du jour au lendemain devenir chanteur. Et elles vont se retrouver confrontées au problème de trouver un public, trouver l'argent pour pouvoir acheter les instruments, comment trouver des contacts pour monter sur scène, comment trouver un label, comment trouver de l'argent pour pouvoir financer la montée de leur groupe. Et les déboires que ça peut également causer avec les parents qui n'ont pas spécialement confiance parce que la musique c'est une passion, oui, c'est un hobby certes, mais c'est pas un métier. Donc il faut arriver à jouer avec ça, elles veulent un petit peu de l'indépendance parce qu'elles sont en pleine crise d'adolescence, en pleine crise de rébellion, de je veux faire ce métier et qu'importe ce que le monde dira, donc elles veulent essayer à la fois de s'émanciper, de découvrir la vie, d'écouter les conseils, de tomber de haut, de rebondir, de vivre pour la musique à travers un très joli roman graphique que je ne connaissais pas du tout et que j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa, j'aime beaucoup notamment les planches comme ça qui sont assez bien représentées, soit en une seule partie avec une énorme case, soit avec carrément une double page complète qui vraiment met en avant la scène mythique que l'autrice veut nous présenter. Très sympa, une bonne idée, avec une fin un petit peu abrupte, on aurait presque voulu rester encore un petit peu avec ces personnages, voir comment ils vont rebondir au niveau de l'histoire. Mais très sympa, franchement une jolie découverte qui serait parfaite pour la fête de la musique et pour l'été aussi parce que c'est très frais comme lecture, j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, n'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et ce livre va donc conclure la première partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si vous connaissiez certains des livres, si vous en avez lu ou si vous voulez en lire certains. Et sur ce, moi je vais arrêter là, je vais reprendre ma lecture actuelle qui est le tome 6 d'Alpha et Oméga, La Voix du Passé. C'est toujours de Patricia Briggs et je suis très bien dedans. J'ai hâte de retourner à ma lecture parce que Patricia Briggs c'est génial. Mais ça, vous en saurez un peu plus dans l'autre vidéo.
En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!